Pour le mariage de mon frère, mes parents m'ont arrêté à l'entrée, seule la famille est admise. Tu ne es pas invité. Brisé, je suis parti. 3 jours plus tard, l'organisatrice du mariage m'appelle, « Madame, la facture est de 26 000 €. Comment réglez-vous » J'ai souri et j'ai dit. La voix de la organisatrice de mariage au téléphone était polie, presque gênée. « Madame, le solde restant pour la réception du mariage de votre frère est de 26 000 €. Comment souhaitez-vous régler cela aujourd'hui » Pendant un instant, j'ai honnêtement cru qu'elle avait le mauvais numéro. J'étais assise à ma petite table de cuisine à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. La lumière du petit matin filtrait à travers la fenêtre, mon café fumant encore devant moi. Mon téléphone était en haut-parleur, et les mots qu'elle venait de prononcer flottaient dans l'air comme quelque chose d'irréel. 26 000 € pour un mariage auquel je n'avais même pas été autorisé à assister. J'ai pris une lente inspiration et posé la seule question qui ait un sens. « Madame, ai-je dit doucement, pourquoi pensez-vous que je paie pour le mariage de mon frère ?» Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Eh bien, dit-elle prudemment, votre nom est inscrit comme garant financier sur le contrat de réception. » Et tout à coup, le souvenir de cette nuit-là m'est revenu en cascade, le vignoble, les guirlandes lumineuses, mes parents se tenant devant l'entrée comme des portiers, et la voix de ma mère disant ces mots, je n'arrivais toujours pas à croire qu'elle les dit. Seule la famille est autorisée à entrer. Vous n'étiez pas invité. 3 jours plus tôt, j'avais cru faire quelque chose de bien. J'ai 62 ans maintenant, et après une vie de travail, j'essaie de garder ma vie simple. Je vis seul dans une maison modeste d'un étage à Lyon, non loin de l'hôpital des vétérans, où je fais du bénévolat 2 fois par semaine, aidant les anciens combattants plus âgés à naviguer dans les formalités administratives et les rendez-vous. C'est calme ici. La plupart des matinées commencent de la même manière, café, les informations locales à la radio, une courte promenade dans le quartier si le temps est clément. Mais cette semaine avait été différente parce que mon jeune frère, Daniel, se mariait. Daniel a 8 ans de moins que moi. En grandissant, il était celui qui inquiétait le plus mes parents, celui qui avait besoin de plus d'aide, plus d'encouragement, plus de chance. J'étais son opposé, celle sur qui on pouvait compter. À 18 ans, j'ai rejoint la Marine nationale et j'ai passé 25 ans de service avant de prendre ma retraite. Mes parents étaient fiers à leur manière discrète, mais j'ai toujours eu l'impression que Daniel était celui dont ils se sentaient le plus proche. Pourtant, la famille est la famille. Et quand j'ai entendu parler du mariage, j'ai pensé qu'il était temps de me montrer. J'ai appelé mon coordinateur de bénévoles et j'ai demandé quelques jours de congé. Je me dirige vers l'Auvergne, lui ai-je dit. Mon frère se marie. Elle a ri chaleureusement. Eh bien, Marguerite, cela semble être une bonne raison pour un voyage en voiture. Et c'en était une. La route de Lyon à Clermont-Ferrand prend environ 4 heures si la circulation est fluide, et j'ai toujours aimé les longs trajets. Cela vous donne le temps de réfléchir. Je suis parti tôt ce jeudi matin avec un petit sac pour la nuit et un cadeau de mariage soigneusement emballé posé sur le siège passager. À l'intérieur de la boîte se trouvait un ensemble de verres en cristal simple. Rien d'extravagant, mais quelque chose de bien, quelque chose de pratique, quelque chose qui pourrait durer. Plus je me rapprochais de l'Auvergne, plus je me surprenais à me remémorer le passé. Notre maison d'enfance, les dîners du dimanche, ma mère fredonnant en cuisinant. La vie était plus simple à cette époque avant que les gens ne grandissent et ne s'éloignent. En fin d'après-midi, j'ai atteint le vignoble où avait lieu le mariage. C'était le genre d'endroit que l'on voit dans les magazines, maintenant des champs verts vallonnés, des rangées de vignes et une salle de réception de style grange décorée de lumière blanche. Des voitures bordaient l'allée de gravier. Les invités étaient bien habillés, riaient, prenaient des photos près de l'entrée. Pendant un instant, debout là avec mon cadeau à la main, je me suis senti pleine d'espoir. Peut-être que c'était le moment où les choses allaient recommencer à paraître normales. J'ai marché vers l'entrée, et c'est là que j'ai vu mes parents. Ils se tenaient juste devant les portes, accueillant les invités à leur arrivée. Mon père m'a repéré en premier. Son sourire s'est effacé. Puis ma mère s'est retournée. L'expression sur son visage n'était pas de la colère. C'était quelque chose de pire. De l'embarras. Elle s'est rapidement approchée de moi, baissant la voix. « Marguerite, que faites-vous ici ?» J'ai cligné des yeux, confuse. « Que veux-tu dire ?»« Je suis venue pour le mariage. »
Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers l'entrée. Seule la famille est autorisée à entrer. J'ai failli rire. Maman, ai-je dit doucement, je suis de la famille. Elle a hésité. Puis elle a dit les mots que je n'oublierai jamais, vous n'étiez pas invité. Je me souviens de la façon dont les sons autour de moi sont soudainement devenus lointains. Des invités qui passaient. De la musique jouant à l'intérieur de la salle. Quelqu'un ouvrant une bouteille de champagne quelque part à proximité. Vous êtes sérieuse, ai-je demandé. Mon père s'est avancé, puis son expression s'est figée. Marguerite, nous ne pensions pas que vous viendriez réellement. J'ai regardé de l'un à l'autre. Daniel sait que je suis là. Ma mère a soupiré, visiblement mal à l'aise. Il a beaucoup à faire aujourd'hui. C'était leur réponse. Pas un manque de savoir, juste de l'évitement. Je suis resté là quelques secondes. Cela a semblé être une longue période. Puis j'ai hoché lentement la tête. Eh bien, ai-je dit doucement, je ne vais pas faire de scène. J'ai tendu le cadeau emballé à ma mère. Donnez ceci à eux. Elle l'a pris maladroitement. Et c'est tout. J'ai fait demi-tour et j'ai marché vers le parking. Le gravier a crissé sous mes chaussures lorsque j'ai atteint ma voiture. Je me suis assise au volant pendant un moment avant de démarrer le moteur. Pas en pleurant, juste en réfléchissant. Parfois, le type de douleur le plus profond n'est pas bruyant. Il est silencieux. C'est réaliser que quelque part en chemin, vous avez cessé d'appartenir. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise et je suis retourné en Auvergne-Rhône-Alpes. Je n'ai appelé personne et personne ne m'a appelé jusqu'à 3 jours plus tard, lorsque l'organisatrice de mariage a demandé comment j'avais l'intention de payer 26 000 € pour un mariage auquel je n'avais même pas été autorisé à assister. Et soudain, l'histoire n'était pas terminée après tout. Au moment où l'organisatrice m'a dit que mon nom était inscrit comme garant financier, quelque chose en moi est devenu très calme. Pas de colère, pas de choc, juste du calme. À 62 ans, on apprend que lorsqu'une chose n'a pas de sens, la chose la plus intelligente à faire est de ralentir et d'écouter attentivement avant de réagir. Madame, dis-je doucement au téléphone. Pourriez-vous expliquer exactement ce que vous voulez dire par là? La femme à l'autre bout, Claire, elle avait dit que c'était son nom, semblait soulagée que je ne crie pas. Eh bien, a-t-elle commencé prudemment, lorsque le contrat de réception a été finalisé, votre frère a indiqué que vous couvririez le solde comme cadeau de mariage. Votre nom et vos coordonnées ont été répertoriés comme la partie responsable. Je me suis penché en arrière sur ma chaise de cuisine. Mon frère vous a dit ça? Oui, madame. Et vous n'avez jamais parlé avec moi. Il y eut une pause. Eh bien, non. J'ai pris une autre lente inspiration. Claire, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, dis-je calmement. Je n'ai même pas été autorisé à entrer dans ce mariage. Le silence a rempli la ligne. Je suis désolé. Quoi? J'ai conduit 4 heures pour y assister, ai-je expliqué doucement. Mes parents m'ont arrêté à la porte et m'ont dit que je n'étais pas invité. Claire n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis elle a repris la parole, sa voix nettement plus prudente. Ce n'est pas l'impression qu'on nous a donnée. Je pouvais l'imaginer feuilletant des papiers, regardant à nouveau le contrat. Serait-il possible, demanda-t-elle prudemment, que je vous envoie par email la documentation que nous avons en dossier? Ce serait très utile, dis-je. Après avoir raccroché, je suis resté assise là pendant un long moment, regardant par la fenêtre de la cuisine l'érable dans mon jardin. Les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur. L'automne me rappelle toujours à quel point les choses peuvent changer silencieusement. Un instant, tout semble normal. Puis soudain, tout le paysage change. Environ 20 minutes plus tard, l'email est arrivé. Je l'ai ouvert lentement. Il y avait plusieurs pièces jointes, des factures, des reçus et le contrat de réception. J'ai cliqué d'abord sur le contrat. Bien sûr, près du bas du document, il y avait une section intitulée Garant financier. Et juste là, en lettres tapées nettes, il y avait mon nom, Marguerite. En dessous se trouvait mon numéro de téléphone, mon adresse email. Tout était correct, sauf un détail très important, la ligne de signature sous mon nom. Je l'ai fixé un instant. Ce n'était pas mon écriture. Pas même de près. Quelqu'un avait signé mon nom maladroitement, comme une personne copiant une signature qu'elle n'avait vue que quelques fois.
Je me suis de nouveau appuyé en arrière et j'ai frotté mes tempes. Eh bien, ai-je murmuré à la cuisine vide, cela explique quelque chose. Pendant quelques minutes, j'ai ressenti la montée familière de la colère dans ma poitrine, mais la colère ne m'a jamais bien servi. 25 ans dans la marine vous apprennent que réagir trop vite résout rarement quelque chose. Alors, à la place, j'ai commencé à lire. Le contrat indiquait que la réception avait eu lieu dans la salle de grange rénovée du vignoble, dîner pour 140 invités, bar ouvert, orchestre live, buffet de dessert tard dans la soirée. Le coût total s'élevait à un peu plus de 31 000 €. Daniel et sa fiancée avaient versé 5 000 € d'acompte, laissant 26 000 € impayés, et apparemment, ils avaient décidé que j'étais la personne qui couvrirait tranquillement le reste. Je n'ai pas pu m'empêcher de secouer un peu la tête. Pas à cause de l'argent. J'ai été prudente avec mes finances toute ma vie. Une pension de retraite de la marine et un modeste compte d'épargne m'ont permis de vivre assez confortablement. 26 000 € auraient certainement fait mal, mais ne m'auraient pas détruite. Ce qui faisait mal, c'était l'hypothèse, l'idée qu'il croyait que je l'accepterais simplement, paierais la facture et garderais le silence sur le reste. Mon téléphone a vibré doucement sur la table. Un autre email de Claire. Celui-ci incluait le fil de discussion par email entre l'organisatrice de mariage et mon frère. Je l'ai ouvert. Le premier message venait de Daniel. Bonjour Claire. Juste pour confirmer que ma sœur Marguerite couvrira le solde restant comme cadeau de mariage. Elle vient de Lyon pour la cérémonie. Vous pouvez donc la contacter directement si nécessaire. En dessous se trouvait la réponse de Claire le remerciant pour la clarification. Puis un autre message de Daniel. Elle voudra probablement que la facture soit envoyée après le mariage pour ne pas gâcher la surprise. Je suis resté assise là, lisant ces mots 2 fois, puis une 3e fois. Finalement, j'ai fermé l'ordinateur portable. Pendant un instant, j'ai juste écouté le calme de la maison autour de moi. Le vrombissement du réfrigérateur, un chien qui aboie quelque part dans la rue. La vie normale continuait, complètement inconsciente du drame étrange se déroulant à ma table de cuisine. La vérité était que je n'étais même pas surprise. Daniel avait toujours eu une façon de laisser les autres nettoyer ses gâchis. Quand nous étions enfants, si quelque chose se cassait dans la maison d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui finissais par m'excuser. S'il oubliait un devoir scolaire, j'étais celle qui l'aidait à le finir la nuit précédente. Nos parents appelaient cela être la personne responsable. Mais la responsabilité peut devenir un piège si l'on y prend garde. Les gens commencent à supposer que vous porterez des fardeaux qui n'ont jamais été les vôtres. Mon téléphone a sonné à nouveau vers midi. Cette fois, c'était Daniel. J'ai regardé l'écran s'illuminer avec son nom. Pendant une seconde, j'ai envisagé de laisser l'appel aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit que je devais répondre. Bonjour, Daniel. Sa voix était tendue. Marguerite, qu'avez-vous dit au lieu de mariage? J'ai souri faiblement. Bonjour à vous aussi. Ce n'est pas drôle, a-t-il grogné. Ils disent que vous avez refusé de payer la facture. Je n'ai refusé rien du tout, dis-je calmement. J'ai simplement expliqué que je n'avais jamais accepté cela. Il y eut une longue pause. Vous étiez censé aider, dit-il finalement. Aider, répétai-je doucement. Avec la réception, Daniel, dis-je tranquillement. Vous avez dit à l'endroit que je paierais 26 000 €. Vous pouvez vous le permettre. Cette phrase est restée entre nous comme une pierre. Vous ne m'avez pas invité au mariage. Lui rappelai-je. C'était la décision de maman. Pourtant, vous étiez tout à fait à l'aise de mettre mon nom sur la facture. Il soupira bruyamment au téléphone. Vous en faites une affaire plus importante qu'elle ne l'est. Pour la première fois, je sentis quelque chose bouger en moi. Pas de la colère. Quelque chose de plus stable. Non, dis-je doucement. Je pense que vous l'avez déjà rendue exactement aussi grande qu'elle devait l'être. Il n'avait pas de réponse à cela. Et alors que le silence s'étirait entre nous, je réalisais quelque chose d'important. Pour la première fois de ma vie, je n'allais pas me précipiter pour régler les problèmes de Daniel. Cette fois, la responsabilité allait atterrir exactement là où elle devait être. Claire m'a rappelé le lendemain matin. Sa voix était plus douce cette fois, presque prudente, comme quelqu'un qui marche précautionneusement sur de la glace fine. Madame est, dit-elle,
notre service comptabilité m'a demandé de faire un suivi avec vous concernant le contrat de réception. J'avais déjà versé mon café du matin et je m'étais installé dans la même chaise de cuisine où j'avais lu les documents la veille. Je m'y attendais, répondis-je. Il y eut une brève pause. Après avoir examiné la documentation que vous avez envoyée, continua Claire, il semble que la signature sur la ligne de garant n'ait peut-être pas été signée par vous. Peut-être pas, dis-je avec douceur. Eh bien, admit-elle, c'est clairement incohérent. J'ai apprécié son professionnalisme. Elle essayait de rester neutre tout en reconnaissant l'évidence. Je n'ai jamais signé ce document, dis-je calmement. Et je n'ai jamais accepté de payer pour le mariage de mon frère. Je comprends, répondit-elle. Notre service juridique a juste besoin d'une déclaration écrite confirmant que cela ne sera pas un problème. Nous avons parlé un peu plus du processus. Claire a expliqué qu'une fois ma déclaration soumise, le lieu réévaluerait qui était légalement responsable du solde restant. Avant de raccrocher, elle a hésité. Madame, si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je demande, votre famille vous a-t-elle vraiment dit que vous n'étiez pas invité? Sa question m'a prise au dépourvu. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre, la rue tranquille. Oui, dis-je simplement, ils l'ont fait. Je suis vraiment désolé, dit-elle. Et la sincérité dans sa voix m'a surprise. Après avoir terminé l'appel, j'ai tapé la déclaration qu'ils avaient demandée. C'était simple, juste quelques paragraphes confirmant que je n'avais jamais accepté de servir de garant financier et que la signature sur le contrat n'était pas la mienne. Je l'ai renvoyé par email en moins d'une heure. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai continué ma journée. Cet après-midi-là, je suis allé au centre pour vétérans comme je le faisais toujours les mardis. Le bâtiment lui-même n'est pas élégant, juste un ancien complexe de bureaux en briques près de l'hôpital des vétérans où quelques-uns d'entre nous, bénévoles, aidons les anciens combattants à trier les papiers, les formulaires de prestation, la planification des rendez-vous, des choses comme ça. Beaucoup des personnes qui franchissent ces portes sont de plus vieux hommes qui ont servi il y a des décennies et n'ont jamais tout à fait compris le système. Parfois, ils ont juste besoin de quelqu'un d'assez patient pour s'asseoir avec eux et lire les petits caractères. J'ai toujours trouvé du réconfort dans ce genre de travail. Des problèmes qui peuvent réellement être résolus. Des conversations réelles. Rien de tel que le désordre étrange qui attendait à la maison dans ma boîte de réception. Quand je suis arrivé, mon ami Harold était déjà à son bureau habituel. Harold a 73 ans et a fait 2 tournées au Vietnam. Il fait du bénévolat là-bas depuis encore plus longtemps que moi. Il a levé les yeux quand je suis entré. Eh bien, si ce n'est pas Marguerite, dit-il avec un sourire. Je pensais que vous étiez en train de célébrer un mariage. J'ai accroché ma veste à l'arrière de ma chaise. Les plans ont changé, dis-je. Harold a étudié mon visage un instant. Vous allez bien? C'est ça, le truc avec les gens qui ont vécu assez longtemps. Ils reconnaissent quand quelque chose ne va pas. J'ai versé une tasse du mauvais café de la dame et je me suis assise en face de lui. Laissez-moi vous demander quelque chose, dis-je. Vas-y. Si quelqu'un essaie de vous remettre une facture de 26 000 € pour quelque chose que vous n'avez pas accepté, que feriez-vous? Harold a haussé un sourcil. Eh bien, dit-il lentement, d'abord, je m'assurerai qu'ils ont la mauvaise Marguerite. J'ai ri doucement. C'était ma première pensée aussi. Puis j'ai expliqué toute l'histoire. Le mariage, le vignoble, mes parents m'arrêtant à la porte, le contrat avec ma signature falsifiée. Harold a écouté sans m'interrompre, se penchant en arrière dans sa chaise. Quand j'ai eu fini, il a laissé échapper un faible coup de sifflet. C'est quelque chose, dit-il. C'est une façon de le dire. Il a secoué lentement la tête. Vous allez la payer? La réponse est sortie si facilement qu'elle m'a surprise. Harold a hoché la tête une fois, approbateur. Bien. Je l'ai regardé avec curiosité. Pas de leçon sur la loyauté familiale. Il a souri faiblement. Marguerite, j'ai vécu assez longtemps pour apprendre quelque chose sur la famille. Le sang peut vous relier, dit-il, mais le respect est ce qui fait la famille. Ces paroles sont restées avec moi le reste de l'après-midi car au fond, c'était exactement de cela qu'il s'agissait dans cette situation. Pas d'argent, de respect, ou plutôt du manque de celui-ci. Quand je suis rentré ce soir-là, un autre email m'attendait. Celui-ci n'était pas de Claire.
Il venait de Daniel. L'objet disait simplement « Nous devons parler ». Je l'ai ouvert. Marguerite, le lieu dit que vous leur avez dit que vous n'étiez pas responsable de la facture. Cela nous cause un énorme problème. Maman et papa sont vraiment contrariés. Vous savez, ils ne peuvent pas se permettre quelque chose comme ça. Pouvons-nous trouver une solution, s'il vous plaît? J'ai lu le message 2 fois, puis je me suis penché en arrière sur ma chaise. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la demande. C'était le ton. Daniel ne s'excusait pas. Il ne reconnaissait pas ce qui s'était passé au mariage. Il me demandait simplement de résoudre le problème, de la même manière que je l'avais toujours fait. J'ai fixé le curseur clignotant pendant un moment avant de taper ma réponse. Daniel, vous avez dit à l'endroit que je paierais pour un mariage auquel je n'étais pas invité. Je n'ai pas signé ce contrat. Je ne suis pas responsable de cette facture. Marguerite. Court. Clair. Honnête. J'ai appuyé sur envoyer. Environ 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas Daniel. C'était mon père. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes avant de répondre. Bonjour, papa. Sa voix semblait plus vieille que je ne m'en souvenais. Marguerite, dit-il doucement. Nous devons parler. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais le sentiment que cette conversation allait révéler plus que ce que quiconque dans ma famille n'aurait pu s'attendre. Mon père n'avait jamais été un homme qui gaspillait ses mots. Quand j'étais enfant, ses conseils venaient généralement en courtes phrases qui ressemblaient plus à des instructions qu'à des conversations. Des choses comme « finis ce que tu commences » ou « tiens-toi à tes décisions ». Alors, quand il a dit « Marguerite, nous devons parler », je savais que la conversation ne serait pas mineure. J'ai mis mon téléphone en haut-parleur et me suis rassé à table dans la cuisine. « Très bien, dis-je calmement. De quoi voulez-vous parler ? » Il y eut une longue pause au téléphone. Je pouvais entendre le bruit de fond faible d'une télévision quelque part derrière lui. Probablement le même salon où Daniel et moi avions grandi. Finalement, il s'éclaircit la gorge. Le vignoble a appelé votre mère ce matin. J'imagine que oui. Ils ont dit que vous leur avez dit que vous n'étiez pas responsable de la facture. C'est exact. Une autre pause a suivi. Puis il a dit quelque chose qui m'a presque fait rire. Eh bien, nous pensions que vous aideriez, pas que vous vous excuseriez, pas que vous expliquiez. Juste cette supposition tranquille à nouveau. J'ai joint mes mains sur la table. Papa, dis-je doucement, j'ai conduit 4 heures pour assister au mariage de Daniel. Je sais. Vous et maman m'avez arrêté à la porte. C'était un malentendu. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Un malentendu, répétai-je. Eh bien, dit-il lentement en choisissant ses mots avec soin, la fiancée de Daniel voulait garder la liste des invités petite. 140 personnes, c'est petit maintenant. Il n'a pas répondu. Je pouvais entendre sa respiration à l'autre bout du fil. Puis il a dit quelque chose qui a révélé plus qu'il ne le pensait probablement. Marguerite, nous ne pensions pas que vous viendriez réellement. Cette phrase est restée suspendue dans l'air entre nous. J'ai fixé le mur de la cuisine un instant. Vous ne pensiez pas que je viendrais au mariage de mon propre frère. Vous avez été distante pendant des années. J'ai vécu ma vie. Exactement. La voilà. Ce jugement silencieux que j'entendais depuis mes 18 ans. Le moment où j'ai choisi la marine plutôt que de rester en Auvergne. Le moment où j'ai décidé que je n'avais besoin de la permission de personne pour construire ma propre vie. Je ne suis pas sûr comment cela explique la falsification de ma signature sur un contrat, dis-je calmement. Cette fois, le silence a duré plus longtemps. Finalement, il dit doucement, votre mère s'est occupée des papiers. Bien sûr que oui. Maman avait toujours cru qu'elle était douée pour résoudre les problèmes, même si les solutions créaient des problèmes plus importants plus tard. Daniel savait-il que vous avez demandé ? Il savait que nous vous demandions de l'aide. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il n'a pas répondu. Et c'était une réponse suffisante. J'ai fermé brièvement les yeux et j'ai expiré par le nez. Vous avez mis mon nom sur un contrat de 26 000 € sans me demander, dis-je. Vous pouvez vous le permettre. C'était la même phrase que Daniel avait utilisée. Exactement la même. Pendant un moment,
j'ai presque admiré la cohérence. Papa, dis-je doucement, il ne s'agit pas de savoir si je peux me le permettre. Eh bien, ce n'est certainement pas une question de savoir si nous le pouvons. Je pouvais entendre la frustration poindre dans sa voix maintenant. Votre mère et moi sommes à la retraite, Marguerite. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Je comprends cela. Alors vous voyez le problème. Oui, dis-je. Je le vois. Le problème était que, pendant 62 ans, ma famille avait cru une chose à mon sujet, qu'éventuellement, j'interviendrais et porterais n'importe quel fardeau qu'il placerait sur mes épaules. Et la vérité était qu'il n'avait pas tort. Je l'avais fait toute ma vie. Mais quelque chose dans le fait de me tenir dans ce parking de gravier devant le vignoble avait changé quelque chose au plus profond de moi. Peut-être était-ce l'âge. Peut-être était-ce la dignité. Peut-être était-ce simplement l'épuisement. Je ne paierai pas cette facture, dis-je doucement. Mon père laissa échapper un long souffle. Vous allez vraiment laisser votre frère commencer son mariage enseveli sous la dette? J'ai réfléchi attentivement à cette question. Puis j'ai répondu honnêtement. Non. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Daniel a commencé son mariage en mentant. Un autre long silence. Celui-ci plus lourd que les autres. Finalement, mon père parla à nouveau. Vous avez toujours été têtu. J'ai souri faiblement. Vous appeliez cela de la responsabilité. Eh bien, parfois la responsabilité signifie aider la famille. Et parfois, dis-je doucement, cela signifie leur apprendre à ne pas refaire la même erreur. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne parla. Puis il dit quelque chose que je n'attendais pas. Votre mère est très contrariée. Je suis sûr qu'elle l'est. Elle dit, vous humiliez la famille. Cela m'a presque fait rire à voix haute. Papa, dis-je doucement. Ils ont dit à un lieu de mariage que je paierais pour une réception à laquelle je n'étais même pas autorisé à assister. Oui, mais cela était censé rester privé. J'ai secoué lentement la tête, et c'est là que c'est devenu parfaitement clair. Il n'avait jamais été question de bien ou de mal. Il s'agissait des apparences, de sauver la face, d'éviter l'embarras, et ils avaient supposé que la solution la plus simple était de me confier tranquillement le problème. Eh bien, dis-je calmement, ce n'est plus privé. Que prévoyez-vous de faire? Rien de dramatique, Marguerite. Le lieu a demandé une déclaration écrite confirmant que je n'avais pas autorisé le contrat, expliquai-je. Et vous la leur avez donnée? Oui. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai jeté un coup d'œil à l'email que Claire m'avait envoyé plus tôt dans l'après-midi. Ils vont attribuer la responsabilité aux personnes qui ont signé l'accord. Mon père ne parla pas pendant plusieurs secondes. Puis il posa la question que je savais venir. Cela signifie Daniel. Oui. Un autre long silence. Quand il parla à nouveau, sa voix semblait plus âgée que jamais. Vous avez changé. J'y ai réfléchi. Non, dis-je doucement. Je pense que j'ai juste finalement arrêté de porter des choses qui n'étaient jamais miennes à porter. La semaine suivante fut étrangement calme. Pas d'appel téléphonique en colère, pas de message dramatique. Juste le silence. Et à mon âge, j'ai appris que le silence signifie généralement l'une des deux choses suivantes. Soit les gens se calment, soit ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire ensuite. Pour ma part, j'ai repris ma vie. Mercredi matin, je suis allé à l'épicerie comme je le faisais toujours. Même petit marché à 3 kilomètres de chez moi. Même caissière qui travaille là depuis des années. Bonjour, Marguerite, dit-elle en scannant mon pain et mes œufs. Bonjour, Suzanne. Dehors, le temps était devenu vif. Ce genre d'air du début de l'automne qui vous rappelle que l'été est officiellement terminé. Des choses simples, des choses normales. Mais sous cette routine calme, je savais que quelque chose d'autre se passait en Auvergne, car lorsqu'un lieu ne reçoit pas son paiement, il ne hausse pas simplement les épaules et n'oublie pas cela. Ils font un suivi, et ils font un suivi sérieusement. 3 jours plus tard, Claire m'a rappelé. Madame, je voulais vous informer de la situation. J'ai posé mon café et j'ai écouté. Notre service juridique a examiné la déclaration que vous avez envoyée avec la documentation du contrat. Cela semble minutieux, dis-je. Ça l'est. Elle fit une brève pause.
Parce que la signature sur la ligne de garant ne peut pas être vérifiée comme étant la vôtre, le lieu ne peut légalement pas vous tenir responsable du solde. Cela a du sens. Cependant, continua-t-elle prudemment, le contrat a tout de même été exécuté par les clients principaux, votre frère et sa fiancée. La responsabilité leur revient donc. Oui. J'ai hoché lentement la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Et ont-ils été informés? Oui, madame. Une autre petite pause. Votre frère semblait surpris. J'ai failli sourire. Eh bien, dis-je doucement, cela fait 2 d'entre nous. Claire a ri doucement. J'avoue que cette situation est inhabituelle. J'imagine que cela n'arrive pas souvent. Pas exactement comme ça. Elle a de nouveau hésité avant de parler. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de dire cela, mais vous avez géré la situation avec un calme remarquable. J'y ai réfléchi. Des années dans la marine, dis-je, vous avez appris que réagir émotionnellement aggrave généralement les problèmes. Eh bien, dit-elle gentiment, pour ce que cela vaut, je pense que vous vous êtes comporté avec beaucoup de dignité. Après avoir raccroché, je suis resté assise tranquillement un instant. Ce n'était pas une victoire exactement, plus comme le rétablissement d'un équilibre qui était déséquilibré depuis longtemps. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Daniel. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Allô? Sa voix est venue tendue et tranchante. Ils ont transféré la facture sur moi. Oui, vous avez fait ça. Non, dis-je calmement. Vous l'avez fait. Vous auriez pu aider. J'aurais pu être invité. Cela l'a arrêté. Allez-vous vraiment continuer à en parler? Cela semble pertinent. Il expira bruyamment. Vous ne comprenez pas à quel point c'est embarrassant. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Daniel, vous avez dit à une entreprise que je paierais 26 000 € sans me demander. C'était censé être un cadeau. Un cadeau nécessite un consentement. Une autre pause. Vous rendez toujours les choses compliquées. Cette phrase me semblait si familière qu'elle me rendait presque nostalgique. En fait, dis-je tranquillement, c'est la première fois que je garde les choses très simples. Comment ça? Vous avez signé le contrat et maintenant vous en êtes responsable. Ce n'est pas juste. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Juste. Oui. Vous avez dit à l'endroit que j'allais payer. Vous êtes ma sœur. C'est vrai. Les familles s'entraident. Oui, dis-je. Elle s'invite aussi au mariage. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne parla. Finalement, Daniel dit quelque chose de plus doux. Vous auriez vraiment payé, n'est-ce pas? Cette question m'a prise au dépourvu. J'y ai réfléchi honnêtement. Oui, dis-je, si vous l'aviez demandé. Il ne répondit pas immédiatement. Et quand il parla finalement, sa voix semblait différente, moins en colère. Maman a dit que vous aviez fait une scène au lieu de mariage. Je ne l'ai pas fait. Elle a dit que vous l'aviez embarrassée. Je lui ai donné un cadeau et je suis parti tranquillement. Un autre long silence suivit. Puis Daniel soupira. Les choses ont dégénéré. Elles l'ont fait. Nous étions sous beaucoup de pression pour planifier le mariage. Je suis sûr. Et maman pensait. Eh bien, elle pensait que je couvrirais la facture. Oui, la voilà. Enfin dit à voix haute. J'ai frotté mon front lentement. Daniel, savez-vous ce qui m'a le plus fait mal? Quoi? Pas l'argent. Alors quoi? L'hypothèse que j'accepterais d'être traité de cette façon. Il n'a pas répondu. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, la colère semblait s'être drainée de la conversation. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-il doucement. Cela dépend de vous. Vous voulez dire la facture? Oui. Je n'ai pas 26 000 €. Je sais. Alors, que suis-je censé faire? J'y ai réfléchi un instant. Puis je lui ai donné la seule réponse honnête que j'avais, la même chose que la plupart des adultes font lorsqu'ils sont confrontés à une dette, vous trouvez une solution. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis Daniel parla à nouveau, mais cette fois sa voix portait quelque chose de nouveau,
quelque chose que je n'avais pas entendu de lui depuis longtemps, l'incertitude. Marguerite. Oui. Est-ce que nous vous avons vraiment fait tant de mal? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai regardé par la fenêtre la lumière déclinante du soir. Oui, dis-je doucement. Nous l'avons fait. Et pour la première fois depuis le mariage, Daniel n'a pas discuté. Daniel n'a pas rappelé avant près de 2 semaines. Dans mes jeunes années, un tel silence m'aurait peut-être dérangé. J'aurais pu passer des heures à me demander ce que les gens pensaient ou si je devais appeler en premier pour arranger les choses. Mais là change votre perspective. Lorsque vous atteignez la soixantaine, vous commencez à comprendre que tous les silences n'ont pas besoin d'être comblés. Parfois, les gens ont besoin d'espace pour réfléchir aux conséquences de leurs propres choix. Alors, j'ai continué ma routine. Les feuilles dans mon quartier avaient pris des teintes plus profondes d'orange et de rouge. Mes promenades matinales étaient plus fraîches maintenant, et l'air portait cette odeur sèche et terreuse qui me rappelle toujours l'automne en Auvergne quand j'étais enfant. Un jeudi après-midi, j'étais en train de terminer une pile de paperasse au centre des vétérans quand mon téléphone a vibré dans mon sac. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était mon père à nouveau. Je me suis excusé du bureau et je suis sorti dans le petit parking derrière le bâtiment avant de répondre. Bonjour, papa. Pendant un instant, tout ce que j'ai entendu, c'était le vent soufflant à travers les arbres à son bout du fil. Puis il a parlé. Marguerite, avez-vous quelques minutes? J'en ai. Sa voix était plus lente que d'habitude, comme quelqu'un qui choisit chaque mot avec soin. Votre mère et moi avons rencontré Daniel hier. Je me suis appuyé contre la portière de ma voiture. Et ils sont en train d'établir un plan de paiement avec le vignoble. Cela ne m'a pas surprise. La plupart des lieux négocieront une fois qu'ils réaliseront que quelqu'un a réellement l'intention de payer, même si cela prend du temps. Cela semble raisonnable, dis-je. Oui. Il y eut une longue pause. Puis il ajouta doucement, cela va leur prendre plusieurs années. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai regardé une paire de vieux hommes traverser lentement le parking vers le bâtiment, riant de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. La vie continuant comme d'habitude. Vous n'avez pas appelé pour me mettre à jour sur le plan de paiement, dis-je doucement. Non. Une autre pause. Puis il dit quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. Votre mère veut s'excuser. J'ai cligné des yeux. Je vois. Elle sait qu'elle a mal géré les choses. C'était une façon de le dire. Et Daniel, ai-je demandé. Il est gêné. Cela pourrait être une expérience saine. Mon père a ri doucement. Vous avez toujours eu une façon de dire les choses simplement. Cela vient avec la pratique. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne parla. Puis il dit quelque chose que je n'attendais pas. Vous savez, quand vous avez rejoint la marine, votre mère pensait que vous vous enfuyiez. M'enfuir de quoi? De nous. J'ai appuyé ma tête contre la vitre de la voiture et j'ai regardé le ciel. Ce n'était pas ça, dis-je doucement. Qu'est-ce que c'était alors? Je construisais une vie. Il réfléchit. Je suppose que nous n'avons jamais tout à fait compris cela. Je sais, soupira-t-il. Quand Daniel était plus jeune, il avait besoin de plus d'aide. Votre mère et moi nous inquiétions constamment pour lui. Je me souviens. Vous sembliez si capable. Cette vieille explication à nouveau. L'enfant responsable. Le fort. Celui qui n'avait pas besoin de soutien. Les personnes capables ont toujours besoin de respect, dis-je tranquillement. Je vois cela maintenant. Une autre pause suivit. Puis mon père dit quelque chose qui me serra un peu la poitrine. Votre mère a pleuré après le mariage. Je n'étais pas sûr de quoi faire de cette information. Pourquoi? Elle a dit qu'elle a réalisé trop tard qu'elle vous avait repoussé. J'ai pris une lente inspiration. C'est étrange comment entendre quelque chose comme ça peut adoucir la colère que vous ne saviez même pas que vous portiez encore. Je n'ai jamais voulu de distance, dis-je. Je voulais juste être traité comme si j'avais de l'importance. Vous aviez de l'importance. Alors pourquoi a-t-il fallu 60 ans pour l'entendre? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il posa une autre question. Envisageriez-vous de venir en Auvergne pour Thanksgiving cette année?
La question m'a surprise. Mes parents n'avaient jamais été du genre à inviter ouvertement des conversations difficiles. Mais peut-être que le temps change les gens, tout comme il change tout le reste. Je devrais y réfléchir, dis-je honnêtement. C'est juste. Et papa, oui. Si je viens, ce ne sera pas pour faire semblant que rien de tout cela ne s'est passé. Je ne m'attendrai pas à cela. J'ai hoché lentement la tête. Pour la première fois depuis le parking du vignoble, j'ai senti quelque chose se détendre au fond de ma poitrine. Pas le pardon exactement, mais la possibilité de celui-ci. Avant de raccrocher, mon père dit une dernière chose. Marguerite, oui, vous avez mieux géré cela que moi. J'ai souri faiblement. Cela vient avec l'expérience. Et lorsque l'appel fut terminé, je restai là un moment dans le parking silencieux, réalisant que parfois la vengeance la plus puissante n'est pas bruyante ou dramatique. Parfois, c'est simplement rester immobile assez longtemps pour que la vérité rattrape tout le monde impliqué. Thanksgiving est arrivé avec ce ciel gris et froid qui me rappelle toujours l'Auvergne à la fin de novembre. Je n'étais pas retourné chez mes parents depuis près de 4 ans. Le voyage vers le nord semblait différent cette fois. Pas lourd comme le voyage pour le mariage avait été, juste réfléchi, calme. J'ai quitté Lyon avant le lever du soleil et j'ai suivi les mêmes autoroutes que celles que j'avais empruntées des semaines plus tôt, regardant le paysage passer lentement des forêts de pins de l'Auvergne aux terres agricoles vallonnées du sud de l'Auvergne. 8 heures donnent beaucoup de temps pour réfléchir. Mais étrangement, mes pensées n'étaient plus en colère. Elles étaient réfléchies. À un certain moment de vos 60 ans, vous commencez à comprendre quelque chose sur la vie. Les gens portent leurs erreurs plus longtemps que leur fierté. Et parfois, il faut une crise pour que les familles disent enfin des choses qu'elles auraient dû dire il y a des décennies. Au moment où je me suis garé dans l'allée de mes parents, le soleil commençait déjà à se coucher. La maison semblait plus petite que ce dont je me souvenais. Drôle comme ça arrive. Quand on est enfant, la maison de son enfance semble énorme. Au moment où l'on y retourne plus tard dans la vie, elle semble presque modeste. Mon père a ouvert la porte d'entrée avant même que je ne frappe. Pendant un instant, nous nous sommes juste tenus là à nous regarder. Il avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu. Pas de façon spectaculaire, mais assez pour que les années soient maintenant visibles dans les lignes autour de ses yeux. Salut, papa. Salut, Marguerite. Puis il s'est écarté. Entre. La maison sentait exactement la même chose qu'elle l'avait toujours fait le jour de Thanksgiving, dinde, farce et la tarte à la citrouille de ma mère. Maman était debout dans la cuisine quand je suis entré. Elle s'est retournée lentement quand elle a entendu mes pas. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Puis elle a fait quelque chose qui m'a surprise. Elle s'est approchée directement et m'a serré dans ses bras. Pas le genre d'étreinte polie que les familles échangent parfois. Une vraie. Serrée. Je suis désolé, murmura-t-elle. Juste 2 mots. Mais après 62 ans, ils avaient du poids. Quand elle s'est reculée, ses yeux étaient humides. J'ai très mal géré le mariage, dit-elle doucement. Oui, répondis-je doucement. Elle hocha la tête. Je pensais que si nous mettions votre nom sur le contrat, vous aideriez tranquillement et que tout s'arrangerait. Cela vous ressemble bien. Je n'avais pas réalisé à quel point cela vous ferait mal. J'ai regardé autour de la cuisine. Même table, même placard, même endroit où tant de disputes et de conversations avaient eu lieu au fil des ans. Ce n'est pas l'argent qui m'a fait mal, dis-je. Je le sais maintenant. J'ai été blessé parce que vous m'avez dit que je n'étais pas de la famille. Ma mère ferma brièvement les yeux. C'était la pire erreur que j'ai faite depuis longtemps. Derrière nous, Daniel est entré dans la pièce. Il avait l'air différent aussi. Pas plus vieux, exactement. Juste plus humble. Sa nouvelle épouse, Émilie, se tenait tranquillement à côté de lui. Daniel s'éclaircit la gorge. Salut, Marguerite. Salut. Pendant un moment, nous sommes restés là tous les trois maladroitement. Puis Émilie parla. Je suis vraiment contente que vous soyez venus. Sa voix était gentille, sincère. Merci, dis-je. Daniel a déplacé son poids inconfortablement. Je vous dois des excuses. Oui, dis-je. J'ai eu tort de mettre votre nom sur ce contrat. Oui. Je pensais. Je ne sais pas.
Je pensais que vous couvririez et que nous réglerions ça plus tard. Cela semble être la tradition familiale. Il a réussi un petit sourire gêné. Nous sommes en train de le payer, dit-il. Le vignoble a mis en place un plan de paiement. J'ai entendu dire. Cela va prendre quelques années. C'est tout à fait acceptable. Il a semblé surpris. Vous n'êtes pas en colère. J'ai réfléchi attentivement à cette question. J'étais en colère, dis-je. Mais la colère a une date de péremption. Daniel hocha lentement la tête. Je suppose que nous méritions ce qui s'est passé. Non, dis-je doucement. Vous méritez d'affronter les conséquences de vos choix. Émilie reprit la parole. D'une manière étrange, cela nous a même aidés. Nous la regardâmes tous. Elle haussa les épaules. Daniel et moi avons dû nous asseoir et régler nos finances ensemble. Vraiment les régler. Daniel a ri doucement. Il s'avère que le mariage commence avec beaucoup de tableurs. Ce n'est pas la pire des bases, dis-je. Le dîner ce soir-là fut plus calme que les dîners de Thanksgiving ne l'étaient quand nous étions plus jeunes. Mais il était aussi plus honnête. Nous avons parlé du travail, de la retraite, du travail d'enseignante d'Émilie, de mon travail de bénévole auprès des anciens combattants. Et pour la première fois depuis des années, personne n'a prétendu que notre famille était parfaite. Plus tard dans la nuit, après que la vaisselle fut faite et que tout le monde fut allé se coucher, mon père et moi étions assis ensemble dans le salon, la même pièce où il avait regardé des décennies de matchs de football et de journaux télévisés. Vous savez, dit-il pensivement, j'ai toujours pensé que la force signifiait résoudre les problèmes de tout le monde. J'ai souri faiblement. Beaucoup de gens le pensent, mais en vous regardant ces dernières semaines, j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc ? La force peut aussi signifier refuser de porter des problèmes qui ne sont pas les vôtres. J'ai hoché la tête. C'est quelque chose que la marine m'a appris. Il se pencha en arrière dans son fauteuil. Je suis fier de vous, Marguerite. Les mots ont atterri doucement mais profondément. À 62 ans, entendre cela comptait toujours, plus que je ne l'aurais imaginé. Avant d'aller me coucher cette nuit-là, je me suis tenu près de la fenêtre de mon ancienne chambre d'enfant et j'ai regardé la rue tranquille de l'Auvergne. Le mariage, la facture, les appels téléphoniques. Tout cela avait commencé comme une histoire de trahison. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était devenu quelque chose d'autre. Un rappel que le respect compte plus que l'argent. Que l'honnêteté compte plus que les apparences. Et que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de blesser quelqu'un en retour. C'est simplement de tenir sa position jusqu'à ce que la vérité ramène tout le monde à la même table.